Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yallah le podcast. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine. J'ai hâte à chaque fois d'enregistrer un nouvel épisode et de vous parler de choses que vous traversez, peut-être pas, peut-être que ce sont des amis, des frères, des sœurs, une cousine. Et en tout cas, à chaque fois, c'est un vrai plaisir parce que je sais que vous aimez bien ce rendez-vous. Vous me le dites souvent sur Instagram, vous me dites que vous me posez dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le salon, etc. et que vous prenez plaisir à apprendre. Et sachez que c'est vraiment pour ça que je le fais, que je passe du temps à le faire, c'est pour partager les connaissances, parce qu'à mon sens, il n'y a que ça qui compte, le partage du savoir pour pouvoir être libre. Parce qu'à mon sens, le savoir, c'est le pouvoir. Dans ce nouvel épisode, on va plonger au cœur d'un sujet qui pour moi est fondamental pour comprendre la santé mentale, c'est le rôle des émotions refoulées dans le développement des troubles psychiques. Alors, vous vous êtes déjà demandé, je pense, qu'il advient des émotions qu'on n'exprime pas. Parce que bien évidemment, il y a certainement beaucoup d'émotions que vous n'avez pas exprimées. Et donc, il est possible que ces émotions accumulées, enfouies en nous, finissent par modeler non seulement notre esprit, mais aussi notre corps. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment les émotions que nous n'exprimons pas finissent par influencer notre bien-être mental et physique jusqu'à conduire des troubles psychiques. Bien évidemment, vous me connaissez, on va d'abord aborder les origines du refoulement émotionnel, pourquoi et comment certaines émotions, elles sont si souvent réprimées. On va analyser ensemble les conséquences sur la santé mentale, comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, mais aussi les impacts physiques, comme par exemple les douleurs chroniques, les maladies inflammatoires. Et on va aussi explorer les solutions thérapeutiques pour libérer ces émotions piégées et retrouver un équilibre psychique et physique. Et d'ailleurs, pour enrichir cette exploration, on va se baser sur des recherches neuroscientifiques qui sont très récentes aux US et en Europe. Alors, je parle souvent des US et de l'Europe parce que, vous le savez, je vis en France, donc je pars en fait d'un visuel occidental et de temps en temps, si je parle d'autres pays ou d'autres continents, je change complètement l'axe et l'angle de vue parce que ça n'a rien à voir. Il faut vraiment parler de la culture et de l'impact de la culture. Ok, je vous le précise parce que c'est important en thérapie de prendre en compte la culture. Je vous propose donc de commencer par les mécanismes de refoulement émotionnel. Alors dès l'enfance, on nous apprend que certaines émotions ne sont pas acceptables dans certaines circonstances. Et j'insiste, on nous apprend que certaines émotions ne sont pas acceptables dans certaines circonstances. Les études en psychologie développementale montrent que les enfants, dès l'âge de 3 ans, adaptent leurs expressions émotionnelles pour répondre à qui, à votre avis ? Eh bien, aux attentes des adultes. Donc, un garçon peut apprendre très tôt à ne pas pleurer pour ne pas être perçu comme faible, tandis qu'une fille, elle peut réprimer sa colère pour ne pas sembler agressive. Et ces comportements sont encouragés par des normes sociales profondément ancrées. Ça commence bien parce que tout de suite, vous avez pu capter qu'il y a forcément des conséquences sur l'âge adulte. D'accord ? Parce que si l'enfant grandit dans un contexte de violence intrafamiliale, c'est pas le même que l'enfant qui va grandir dans un contexte où il est, encouragé, soutenu, où c'est calme, où ça se passe bien et où on valorise sa parole. Donc tout de suite, vous savez de quoi je parle parce que j'ai fait toute une série sur les blessures fondamentales qui vont déterminer les émotions chez l'adulte. Alors, il y a des chercheurs en neurosciences sociales, tels que ceux de l'université de Stanford, qui ont montré que les dynamiques familiales et la pression sociale influencent directement les mécanismes de régulation émotionnelle dès l'enfance. Ça veut dire que cette internalisation des normes émotionnelles, elle conduit à une division nette entre les émotions qu'on exprime, donc celles qui sont jugées acceptables et celles que l'on refoule. Et ce processus, bien qu'adaptatif à court terme, il va s'avérer délétère à long terme. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous
qui m'écoutent, dont certaines qui sont en accompagnement avec moi, qui vont rire parce qu'ils vont se reconnaître. D'ailleurs, en Europe, il y a une étude menée par l'Université de Manchester en 2023 qui a analysé le lien entre les normes culturelles et le refoulement émotionnel. Et cette étude, elle a révélé que dans des cultures où l'expression émotionnelle est stigmatisée, comme au Royaume-Uni ou en Scandinavie, les individus sont plus susceptibles de refouler des émotions négatives. Et en conséquence, les taux de dépression et les troubles anxieux y sont proportionnellement plus élevés que dans des pays plus expressifs comme l'Espagne, l'Italie, l'Algérie, le Maroc, le Togo ou le Sénégal. D'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez bien qu'en France, lorsqu'une femme d'origine africaine se présente aux urgences et qu'elle a très mal, on lui dit qu'elle a le syndrome méditerranéen. Le truc moi, je ne supporte plus ça. Je ne supporte plus cette expression, d'accord? Donc on a le syndrome du côlon, en fait, qui sait tout sur tout, qui reçoit une femme d'origine africaine et qui va dire qu'elle a le syndrome méditerranéen. Et donc ça veut dire qu'elle surjoue en fait sa douleur ou ses émotions. Parce que la personne en face, elle a tellement refoulé les siennes qu'elle ne comprend pas qu'une personne puisse tout simplement les exprimer. Vous voyez ? Bon, petite parenthèse, c'est pas petite parenthèse d'ailleurs, grande parenthèse fermée et j'y viendrai plus tard. Aux États-Unis, la pression pour maintenir une image de réussite et de contrôle, elle est tellement forte qu'elle encourage le refoulement. La culture du self-made man valorise la maîtrise de soi au détriment de la vulnérabilité émotionnelle et elle va créer une accumulation d'émotions non exprimées qui finit par déborder sous forme de troubles psychiques. Vous voyez bien que tous les 4 matins, on entend qu'il y a eu un shooting dans des écoles et donc on voit des jeunes en fait qui ont réprimé, refoulé leurs émotions derrière un écran. Un matin, ils se lèvent, ils prennent une arme à feu et ils vont tirer sur tout ce qui bouge dans une école. Ça, c'est typique des États-Unis. Ou alors, on peut aussi relier ça au phénomène. Moi, j'appelle ça un phénomène, mais c'est quand même, c'est pas marrant, au manque d'instruction et d'ouverture vers le monde. Aux États-Unis, l'instruction, elle est vraiment tirée, c'est nivelé vers le bas, d'accord? C'est le basique du basique. Ils écrivent même pas en attaché, c'est pas une critique, hein, c'est réel, hein, ce sont des faits. Et ils sont pas dans leur instruction ouverts sur le monde. Et même dans les grandes écoles, il peut y avoir l'expression d'une fermeture et donc ça va engendrer un refoulement émotionnel puisque on va leur demander de rentrer dans un moule, d'accord? Donc America is great, great. Je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas au niveau de l'instruction et du refoulement des émotions, on n'y est pas du tout. Pourquoi je vous resitue les US et l'Europe? Parce que tout simplement, à chaque fois qu'il se passe un phénomène sociétal aux US, il arrive en Europe, hein. Doucement mais sûrement. Et vous pouvez l'observer, il peut se passer 5 à 10 ans entre le moment où ça se passe aux US et le moment où ça arrive aux États-Unis. Mais encore ce temps, en fait, il s'est vraiment raccourci avec l'arrivée des réseaux sociaux et donc la vitesse folle à laquelle les informations circulent. Là, je reviens vite fait sur la notion de self-made man qui valorise la maîtrise de soi au détriment de la vulnérabilité émotionnelle. Et ben, c'est à cause de ça qu'on a vu les premiers gros burn-out aux États-Unis, hein. D'accord? Alors, autant on en voit au Japon où les gens dans leur entreprise, en fait, ils font ce qu'on appelle un karoshi. Mais autant aux États-Unis, on a vu des vagues de burn-out successives énormes. Parce que aux États-Unis, c'est pas acceptable de se mettre en arrêt de travail, c'est pas acceptable de prendre du temps pour sa famille. En fait, eux, ils travaillent énormément. Alors qu'en France, encore, les gens veulent vivre, hein. Et heureusement, parce qu'on est en train de petit à petit leur dire non, 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 tu auras le droit de vivre qu'après ta retraite, hein. Et encore, si tu as ta retraite à un âge qui me paraît correct. Et ça, c'est le gouvernement qui le dit. Alors, ceci étant dit, lorsque les émotions sont refoulées, elles vont pas disparaître, hein. Au contraire, elles vont s'inscrire dans le corps
et dans l'esprit. Et elles vont créer des tensions latentes qui se transforment en symptômes psychiques et physiques. Elles vont créer en quelque sorte des nœuds un peu partout. Ok. Et les recherches récentes, elles ont montré que le refoulement chronique des émotions, c'est un facteur clé dans le développement de troubles psychiques. Une étude de 2022 du Journal of Clinical Psychology qui a établi que les personnes qui répriment régulièrement leurs émotions, elles sont 3 fois plus susceptibles de développer des troubles anxieux et dépressifs, et le refoulement va créer une forme de dissociation émotionnelle où l'individu n'est plus en mesure de reconnaître ou de gérer ses émotions, ce qui conduit à une spirale de stress et d'épuisement. Je vous en ai déjà parlé, en fait, le refoulement qui crée une forme de dissociation émotionnelle, c'est un peu comme un dédoublement. En réalité, vous vivez les choses et vous vous voyez de loin en train de vivre les choses. Vous devenez spectateur de ce que vous vivez tellement c'est violent à encaisser. D'ailleurs, parfois, c'est tellement violent que ça entraîne un trouble de stress post-traumatique et c'est fréquemment lié à des émotions non traitées depuis l'enfance. Il y a même des recherches menées par l'université de Harvard qui ont démontré que les personnes qui souffrent de troubles de stress post-traumatique présentent des niveaux élevés de cortisol équivalents à ceux qui vivent la guerre. Vous imaginez ? En même temps, c'est évident parce que ça a été ignoré et minimisé pendant tellement de temps qu'à un moment donné, ça explose. Vous savez, c'est un peu comme les femmes battues sur le long terme ou les enfants qui ont été abusés sur le long terme et qui finissent par tuer leur bourreau. Et il y a la société après qui s'étonne. Mais non, c'est ce qu'on appelle l'explosion en fait traumatique. C'est une explosion, c'est-à-dire que il y a un moment donné, ça dépasse tellement tous les niveaux que le cerveau, pour se libérer de cette charge émotionnelle, va passer à l'acte. Et comme il est dissocié, en quelque sorte, il se regarde passer à l'acte. Et sur le plan physique, les émotions refoulées, elles créent un stress chronique qui va affecter plusieurs systèmes du corps. Donc il y a d'abord le système nerveux autonome, d'accord, qui contrôle les fonctions vitales. Il devient hyperactif et il va déclencher une réaction de lutte ou de fuite prolongée. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans les blessures fondamentales. Dans les 5 épisodes, je vous en ai parlé. Et ça va se traduire par des symptômes somatiques comme les douleurs chroniques, les migraines, les troubles gastro-intestinaux. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens en fait qui développent des maladies auto-immunes ou l'intestin irritable ou Crohn ou des choses comme ça parce qu'ils ont longtemps lutté contre le stress qui devient forcément oxydatif pour leur corps. Ok ? Et il y a même une étude européenne de 2023 qui a été menée par des chercheurs de l'université de Fribourg qui a révélé que 60% des patients souffrant de douleurs chroniques présentent des niveaux significatifs d'émotions non exprimées. Vous imaginez ? Ça veut dire que dans la prise en charge du traitement de la douleur chronique, si on n'interroge pas le patient sur ce qu'il a vécu, on passe à côté du diagnostic. Mais vraiment, et il y en a beaucoup. Et oui, parce que le stress psychique et les tensions physiques, elles vont augmenter les maladies inflammatoires. Et les maladies inflammatoires, ça donne des douleurs. Et il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui ont établi un lien direct entre le stress émotionnel refoulé et des maladies comme les maladies cardiaques, cardiovasculaires et, comme je vous l'ai dit, les maladies auto-immunes. Et donc, les émotions refoulées qui déclenchent cette inflammation systémique à travers la libération constante de cortisol, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va affaiblir le système immunitaire. Donc, en plus de se coltiner une grave maladie, le système immunitaire, il est affaibli. Donc, tout ce qui va passer comme virus, vous allez l'attraper. Et là, vous voyez bien que ces conséquences, elles montrent que l'esprit et le corps ne peuvent jamais être séparés. Ça, dans l'Antiquité, il le disait, il le savait déjà, et c'était une vérité absolue. Après, les bien-pensants ont décidé que non,
en fait, que soit tout était dans la tête, soit tout était dans le corps. Ils ont séparé les deux, hein, comme si on n'était pas un tout. Et de nouveau, on réintègre les choses en disant que l'esprit et le corps ne sont pas séparés. Et bien heureusement, il était temps. Hein. D'ailleurs, les émotions non libérées, elles vont finir par se manifester à travers des symptômes physiques en illustrant ce qu'on appelle de plus en plus la somatisation des émotions. Et la somatisation des émotions, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, une personne, par exemple, elle va avoir des vertiges, elle va avoir mal au dos, elle va avoir mal au ventre. Vous savez, quand les enfants, ils ont peur de quelque chose et que le matin, ils vous disent j'ai mal au ventre, et dès que vous leur faites un câlin, en fait, ils ont plus mal au ventre. Ça, c'est une somatisation, par exemple. Donc, ils ont besoin d'assurance. Ou alors, un enfant qui va toujours avoir mal à la tête. Ok. Donc, l'enfant qui a toujours mal à la tête, il faut toujours le prendre au sérieux parce que c'est une prise de tête, en gros. Il se prend la tête. Vous voyez? Donc, il y a plein de petites choses comme ça, les épaules, les genoux. Le genou, il est très révélateur du je et du nous. Souvent, lorsqu'il y a un problème dans le couple, le genou est affecté. La part du je, donc moi, et le nous, le couple. Vous pouvez faire plein de rapports comme ça, hein, et c'est très intéressant d'ailleurs. Il y a le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel qui est intéressant à avoir à la maison, mais il faut être un petit peu éveillé hein, parce que il ouvre la conscience à un certain niveau et ça explique vraiment énormément de choses. Vous allez me dire comment ça se fait que on arrive à faire face à des émotions comme ça. En fait, on n'y fait pas face justement puisqu'on les refoule. Et pour éviter de faire face à des émotions qui sont trop inconfortables, on va développer souvent des mécanismes d'adaptation. Et ce sont ces mécanismes d'adaptation qui, à long terme, deviennent contre-productifs. D'ailleurs, parmi eux, on trouve le perfectionnisme, l'hyperactivité professionnelle ou encore l'évitement social. C'est des comportements qui sont des stratégies pour ne pas être confrontés aux émotions refoulées. Ok ? D'ailleurs, ces mécanismes, bien qu'ils s'apparentent sur le moment à quelque chose de protecteur, ça va conduire souvent à une forme de fatigue psychique ou un burn-out émotionnel. À ce propos, je vous ai déjà parlé de la sidération psychique, qui est pas très connue, et je comprends pas d'ailleurs pourquoi, qui intervient lorsqu'une personne elle vit quelque chose de trop violent, de très violent, et notamment lorsque, c'est l'exemple qui me vient, lorsqu'une personne subit un viol, elle va en fait vivre ce qu'on appelle une sidération psychique parce que c'est trop violent pour elle, et donc elle va se dissocier totalement de ce qui lui arrive. Et elle pourra même raconter de manière mécanique ce qui lui est arrivé, tellement c'est violent. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est le cerveau qui se met en protection pour tout simplement éviter de faire face à cette violence. Ok ? On le voit aussi quand il y a des gens qui font des accidents violents de la route, ou quand quelqu'un leur a foncé dessus, ou lorsqu'ils vivent la guerre, ou en tout cas, lorsqu'il y a une intrusion psychique violente. Donc là, c'est vraiment le cerveau qui va le faire sans vous prévenir. Je ferme la parenthèse et je reviens à ces émotions trop inconfortables et ces mécanismes d'adaptation qui peuvent mener au burn-out. Et on a parlé de mécanismes d'adaptation comme le perfectionnisme, par exemple. C'est souvent un mécanisme qui est destiné à obtenir l'acceptation ou la reconnaissance qui manque à ceux qui répriment leurs émotions de peur de ne pas être à la hauteur. Et cette quête de perfection, elle devient alors une pression supplémentaire et elle va créer encore plus d'émotions à refouler, ce qui va accentuer le cercle vicieux. Je vous donne un exemple, un enfant qui a affaire à un parent qui est alcoolique ou qui a une addiction à la drogue, il va toujours vouloir prouver à son parent qu'il est parfait, qu'il est digne d'amour, et donc il va vouloir se dépasser tout le temps. Et il va tout le temps avoir cette pression interne d'être le plus fort, la plus forte, le plus merveilleux des enfants, parce qu'en fait, l'enfant qui vit ça croit que c'est de sa faute, toujours. Et il croit aussi qu'il doit sauver son parent. Et donc sauver son parent, ça passe par être parfait. C'est terrible, hein ?
mais il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître dans ce que je décris. Et malheureusement, ce sont des adultes qui n'ont pas du tout été aidés. C'est-à-dire que, et on le voit encore beaucoup, dans les années 80, 90, même 2000, les enfants qui étaient face à des parents alcooliques, ils passaient inaperçus. C'est des enfants qui ont tellement développé des mécanismes d'adaptation qu'il n'y a aucun prof ou aucun voisin qui s'est aperçu de la supercherie. Vous imaginez? Donc ce sont des adultes qui ont développé un perfectionnisme de dingue et qui ont développé aussi un mécanisme de survie de fou furieux. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont du mal à déléguer. Ça fait qu'ils ont du mal à demander de l'aide. Et surtout, ils ont du mal avec l'injustice. Ils ne supportent pas l'injustice. Et oui, parce que si on ne m'a pas porté secours quand j'étais petit, pourquoi est-ce qu'on viendrait me critiquer quand je suis adulte, alors que j'ai fait de mon mieux pendant toutes ces années? Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors, comment on se libère de ces émotions refoulées pour éviter que leur accumulation elle se transforme en troubles psychiques? Eh bien, il y a des solutions thérapeutiques et il y a des solutions pratiques pour aider à exprimer ces émotions cachées. Bien évidemment, il y a la thérapie systémique, il y a le MDR, il y a l'hypnose aussi, parce que l'hypnose, elle va venir en fait bien décontracter votre corps et votre esprit. Et le MDR combiné avec l'hypnose, ce sont les méthodes les plus efficaces pour traiter les traumatismes et libérer les émotions refoulées. Et d'ailleurs, en retraçant les souvenirs traumatiques, tout en stimulant les mouvements oculaires, le MDR permet de réintégrer les émotions associées et elle permet de les libérer. Il y a une étude que vous pouvez consulter qui est parue en 2023 dans The Journal of Trauma and Dissociation qui a montré que le MDR réduit considérablement les symptômes de stress post-traumatique en rétablissant une connexion saine avec les émotions non traitées. Parce que lorsque vous avez cumulé des émotions refoulées, des non-dits toute une vie, eh ben, c'est considéré comme un stress post-traumatique. Et oui, parce que vous n'êtes plus dans un état d'équilibre ou dans un état de vie en fait qui est sereine, cool, avec ses hauts et ses bas que l'on arrive à traverser comme on traverserait la rue, comme dirait l'autre. Et un des moyens qui va vous permettre d'aller mieux aussi, c'est la pleine conscience et la conscience de l'instant présent. Donc ne pas fuir systématiquement dans les souvenirs douloureux, donc dans le passé, et ne pas s'inquiéter du futur. C'est ça l'instant présent. Okay, c'est vraiment se dire aujourd'hui tout va bien et à cet instant, ici et maintenant, tout va bien. Et de réussir à repérer que vous avez... réussi à passer, par exemple, une demi-journée tranquille, une heure tranquille. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle des détails, mais qui font toute la différence. Okay, et donc la pleine conscience et la méditation, ce sont également des outils puissants qui vont vous permettre de réapprendre à ressentir vos émotions sans les juger. Et oui, parce que lorsque vous refoulez des émotions, on ne va pas se mentir, à ce moment-là, si elles veulent venir à vous, vous jugez. Hein. Vous êtes là en train de vous dire non, ressens pas ça, t'es faible et tu devrais pas. Et des voix de juge intérieur qui sont mais terribles. Et à ce moment-là, il faut apprendre à être bienveillant avec soi-même et à accueillir ces émotions telles qu'elles sont, sans tenter de les repousser. Parce que plus vous allez les repousser, plus vous allez faire de l'anxiété généralisée, des attaques de panique et le cercle vicieux va s'installer. Et il y a des études qui ont démontré que la pratique régulière de la méditation, elle réduit l'activation de l'amygdale qui est, je vous le rappelle, la région du cerveau responsable de la gestion des émotions. Donc, à long terme, ça va vous permettre une meilleure régulation émotionnelle. Ce qui signifie que si quelqu'un vient empiéter dans votre espace vital, au lieu de le prendre en jugulaire, vous allez le regarder et ça va glisser sur vous et vous allez pouvoir soit passer votre chemin, soit en fait lui répondre de manière posée et constructive et positive pour vous.
Et oui, parce que c'est vous que vous allez économiser lorsque vous allez être guéri et que vous allez pouvoir répondre aux agressions de manière froide. D'accord? C'est pas les autres, hein, ne croyez pas, hein. C'est votre énergie que vous allez économiser. Pensez-y. À chaque fois que quelqu'un rentre dans votre espace vital, ne répondez pas. Ok? Bon, bien évidemment, si on vous agresse physiquement, vous avez le droit de vous défendre, hein. Mais à la rigueur, si on vous insulte, les insultes, elles appartiennent à la bouche de la personne qui les a prononcées. Et puis une bouche qui prononce des insultes, ben, c'est rien de plus qu'un caniveau. Donc il n'y a pas à prêter attention à un niveau de caniveau. C'est une très bonne astuce, hein. Vous pouvez vraiment vous entraîner à le faire et vous verrez, vous viendrez me dire à quel point ça vous a apaisé d'agir comme ça. Alors encore une dernière chose pour vous aider à aller mieux, c'est l'expression créative. Qu'il s'agisse d'écriture, de danse ou de dessin, ça vous permet de libérer des émotions difficilement verbalisables. Moi, je trouve, à mon sens, que l'écriture, c'est énorme pour libérer des émotions qu'on ne veut pas exprimer, qu'on a du mal à exprimer, parce que l'éducation interdit, les tabous, le milieu familial, la société ont interdit ces choses-là. Et donc, les exprimer dans un journal intime, je trouve ça formidable et très thérapeutique. D'accord? Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous écrivez, eh bien, je vous invite à faire des allégories de ce que vous ressentez. Voilà, quelle taille a cette émotion? Quelle couleur? Est-ce qu'elle a un visage? Est-ce que elle est noire, petite, mesquine? Est-ce qu'elle est envahissante? Est-ce qu'elle prend un café avec vous? Est-ce qu'elle dîne avec vous? Vous voyez? Il faut un petit peu l'humaniser, d'accord? Et une fois que vous allez la décrire comme ça, ben vous allez carrément créer tout un univers autour de cette émotion refoulée et donc elle va devenir vivante. Et vous pourrez, si forcément elle est vivante, vous pourrez la mettre à la porte. Si elle est vivante et qu'elle est chez vous, et que vous n'aimez pas qu'elle soit chez vous, eh ben une fois que vous l'aurez bien décrit, bien cerné, eh ben vous pourrez la mettre à la porte, littéralement. Vraiment une très très belle façon et très efficace d'externaliser des sentiments enfouis, ce que je vous dis. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que les patients qui pratiquent une forme d'art-thérapie, ils bénéficient d'une diminution significative de leur niveau de stress et d'anxiété. Ben pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés. Ils sont concentrés et donc leur cerveau, il ne va pas partout. Il s'éloigne ni dans le passé ni dans le futur parce qu'il est concentré à créer. Vous voyez? Essayez un jour de créer un pompon. Juste un pompon, hein. Vous allez voir à quel point vous ne pouvez pas commencer à ruminer. Parce que votre pompon, il va tellement vous prendre la tête lorsque vous devrez, vous savez, découper la laine pour que le pompon il soit parfait, etc., que votre cerveau, il n'aura pas le temps et pas l'envie de faire autre chose. Tous ces exemples que je vous donne, vraiment, testez-les, hein. Vous allez dire, mais non, mais elle est folle, un pompon. Non, vraiment, testez-les. C'est comme ceux qui, à chaque fois, avant la séance, que la séance de MDR, elle commence vraiment à faire son effet, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Quand je suis en phase d'eux et que je sature le cerveau, etc., ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et 5 minutes après, ils sont là, ah ouais, on peut continuer, s'il vous plaît. Vous voyez? Parce que c'est tellement libérateur, mais avant ça, ils ont l'impression que c'est quelque chose de fou qu'on va faire. Mais en réalité, pas du tout. J'avais encore quelque chose à ajouter, c'est que je vous ai parlé de l'Europe et des US, mais réellement, j'aimerais vous parler de l'Afrique, mais notamment du Maghreb, ok? Parce que au Maghreb, il y a aussi beaucoup d'émotions refoulées, il y a beaucoup d'émotions exprimées, d'accord? La joie notamment, elle est super exprimée, mais il y a des émotions qui sont tabous. Et il y a aussi comment dire, lorsqu'on dit aux femmes et aux hommes, Hachem, et honte, et de la pudeur, scotch, tais-toi, d'accord? Et les émotions face aux gens doivent être refoulées, d'accord? Et donc si elles sont refoulées face à autrui, eh bien elles sont refoulées dans la maison. Ce qui va créer des enfants et des générations qui ne pourront pas exprimer toutes leurs émotions. D'accord? Et ça va aussi générer
un manque de communication entre hommes et femmes. Et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est très important. J'ai parlé de l'Europe parce que je suis en Europe, mais un jour je ferai vraiment tout un épisode sur ça parce que c'est important de le souligner et de le verbaliser. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de tabou, ok? Il y a même des gens, tellement ils ont internalisé leurs émotions, qui pensent que si un homme et une femme se montrent leur amour, ont des expressions d'amour l'un envers l'autre, non mais sans s'embrasser ni rien, vous imaginez juste une caresse, un sourire, etc. Ils trouvent ça offensant, ils trouvent ça hallucinant, ils trouvent que ça manque de pudeur. Vous imaginez, c'est juste l'expression de l'amour. Alors imaginez lorsque ces mêmes gens voient des personnes exprimer leur colère ou exprimer leur soutien à une cause qui sort complètement de leur champ culturel et sociétal, ça les sort de leur système et ça les pousse dans leur retranchement. Donc soyez vraiment ouverts toujours à tout, instruisez-vous, ok, et sortez de vos croyances limitantes et de votre carcan culturel, parce que lorsqu'on s'intéresse aux autres, il y a un peu un écho en nous, d'accord? Ça vient résonner. Vous savez que l'humanité, elle est interdépendante. Donc à chaque fois que vous allez sortir de votre zone connue, vous allez vous ouvrir à votre humanité, vous allez vous ouvrir à l'humanité de l'autre, et forcément, grâce à ça, petit à petit, l'humanité se guérit. Elle se guérit à un niveau global, à un niveau profond, parce que c'est l'humanité tout entière qui a des émotions refoulées. D'accord? Et c'est l'humanité tout entière, en fait, qui doit jouer son rôle à son niveau, dans le développement de soi. Parce qu'à chaque fois que vous refoulez quelque chose, ça crée un trouble psychique et physique. Et si c'est transgénérationnel, vous imaginez même pas tout ce que vous portez. Donc, si vous continuez de refuser d'écouter vos émotions, vous allez créer un environnement qui va être propice au stress, à l'anxiété et à la dépression pendant des générations. Mais vous n'êtes pas des petites choses qui doivent subir leur vie, d'accord? Vous n'êtes pas condamnés à vivre avec des émotions bloquées. Non, pas du tout. Vous êtes des gens qui peuvent être acteurs de leur vie. Et la vie, c'est un cadeau fabuleux. Pour moi, la vie est un miracle. Et vraiment, hein, au sens propre. Pour moi, c'est miraculeux. Pour moi, la vie est un miracle. Et tout ce que l'on vit est un miracle. La conscience que l'on a d'être en vie. Et pour les gens qui croient en Dieu, comment dire, ce lien avec l'invisible, pour moi, c'est toujours de l'ordre du miracle. Vous voyez? Bon, là, je fais un peu une digression, mais c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas une petite chose qui doit rester une victime permanente de sa vie. La position victimaire, elle a son temps. Et elle ne durera qu'un temps. Parce que les gens se lassent très très vite de la position victimaire. Un jour, ils vous diront, il y en a assez. Ils poseront un jugement sur vous. Et vous allez continuer à attirer ce même genre de personnes, jusqu'au jour où vous en aurez vous-même assez et vous passerez à la vitesse supérieure. Et lorsque vous comprendrez que la vie est fabuleuse et que votre nature miraculeuse est bien plus grande que tout ce que les gens veulent faire de vous, et bien à ce moment-là, vous serez heureux.